Culture Soccer. Bienvenue à ce 6e épisode de Special Gold Cup chez Culture Soccer. On vous remercie d'être aussi nombreux à écouter nos épisodes quotidiens sur la Gold Cup. On vous le rappelle, n'hésitez pas à commenter nos épisodes sur Twitter et Facebook et à les partager en grand nombre. Hier avait lieu la deuxième journée du groupe B au Toyota Stadium de Dallas, toujours aussi vide. On invite, on accueille nos invités, les spécialistes. Tout d'abord, le spécialiste haïtien Dimitri Valsin, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Et l'expert costaricain, on ne pouvait faire sans. Grégory Chabot, ça va bien, Greg? Ça va et toi? Ça va très bien. On va aller directement dans le vif du sujet. Là. On va parler du dernier match d'hier entre le Costa Rica et les Bermudes. Donc, le Costa Rica s'en est tiré avec une victoire de 2-1, mais grâce à des buts de Myron George et Elias Aguilar. Et les Bermudes réduisaient le score là, à la 59e minute avec Mackie Wells. Tout d'abord, Greg, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Les Bermudes, on va dire, défendaient mieux que le Nicaragua. Donc forcément, il n'y a pas quatre buts pour le Costa Rica. L'égalisation a eu lieu sur penalty. Donc voilà, c'est une petite erreur de Celso Borges sur un corner joué rapidement. Dans une belle combinaison, si vous pouvez la voir. Celso Borges fait une petite erreur penalty et du coup, ils encaissent le but. Ils avaient réussi à marquer deux fois auparavant avec Myron George, comme tu l'as dit, Anthony, juste avant au tout début du match, pardon, le 9e minute, je ne dis pas de bêtises. Et le deuxième but. Voilà, et le deuxième but de Elias Aguilar avec la sélection. Pour son deuxième but, donc, sous le maillot des Ticos, il avait marqué le Nicaragua et il marque encore donc, contre les Bermudes. Et ben, écoute, 6 points en 2 matchs, ça fait 6 buts marqués, un seul encaissé. Bon, voilà, je pense que les Ticos sont au rendez-vous qu'on leur avait donné. Il fallait se qualifier, on va dire, après la deuxième journée. C'est chose faite. En plus, tu as marqué des buts. Tu n'en as pas pris beaucoup. Un petit penalty, ce qui n'est pas vraiment. Voilà, c'est pas très grave, on va dire. Après, dans le jeu, c'est vrai que le Costa Rica avait beaucoup plus le ballon qu'auparavant. Voilà, on sent que le Costa Rica a envie de produire du jeu, envie de produire quelque chose. On avait déjà eu un peu le sentiment face au Nicaragua, sauf que bon, voilà, on pouvait pas forcément donner de sentiments très forts après le Nicaragua, parce que voilà, la faiblesse de l'adversaire donnait peu de certitude finalement aux Ticos. Là, les Bermudes, bon, bah forcément, ils ont accepté de perdre le ballon. Voilà, après, encore une fois, est-ce que l'adversité est pas trop faible pour vraiment juger les Ticos? Ça, pour l'instant, on le sait pas encore. J'ai hâte de voir quand même ce match contre Haïti lors de la dernière journée, parce que Haïti a gagné son deuxième match et vous allez en parler juste après, mais ça va être la finale du groupe pour la première place. Donc, ça va être intéressant de voir comment les hommes de Matosas vont se comporter lors de ce dernier match. Est-ce qu'il va faire un peu tourner pour faire jouer un peu tout le monde et voilà, même un nul donnerait la première place au Costa Rica. Donc, en tout cas, je suis curieux de voir ce qui va se passer lors de ce troisième match. Mais bon, comme le message le plus important, c'est qu'il y ait 6 points au bout de 2 journées avec du jeu, avec des buts. Donc, tout le monde est content. Oui, et même si tu n'as pas vraiment été inquiété durant cette rencontre, 68% de la possession, quand même 8 tirs cadrés, est-ce que ça t'inquiète de voir un score aussi serré ou vraiment, là, vu que la manière... Non, parce que tu aurais pu vraiment avoir 2-0 à la fin du match, voire 3-1. Il y a Myron George qui rate, je l'ai retweeté d'ailleurs, si vous voulez aller le voir sur Twitter. N'hésitez pas, je l'ai retweeté parce que c'est vraiment quelque chose de formidable. Il touche 2 fois la barre d'affilée, donc voilà, ça aurait pu très bien se finir en 3-1 ou en 2-0, ou en 2-0 s'il n'y avait pas eu le penalty, donc le discours aurait été différent. Donc voilà, qu'il y ait un but de différence, en réalité, voilà, dans le jeu, en tout cas, les Ticos sont largement dominés et je pense qu'il ne faut pas avoir de discours par rapport au score, mais bien par rapport au jeu qui a été produit et par ce qu'a produit le Costa Rica. D'accord. Et sur ton 11 partant, on a pu voir Kendall Watson. Malheureusement, il n'y a pas eu Matarrita. Tu parlais de peut-être faire tourner contre Haïti. Est-ce qu'il y a quel changement verrais-tu dans l'effectif partant, là? J'en avais parlé lors du preview de la Gold Cup. Je pensais que Matarrita allait avoir son coup à jouer face à Oviedo, mais Oviedo est tellement fort en ce moment avec les Ticos. A fait une belle saison aussi apparemment à Sunderland, du côté de Sunderland en 3e division anglaise. Je pense que Matarrita, par contre, peut avoir quelques minutes en effet contre Haïti. Devant, je pense pas trop que ça va changer. J'espère quand même voir Brian Ruiz. Est-ce qu'il est capable de faire 90 minutes? Ça, c'est une autre question. Bolaños, est-ce qu'il peut jouer aussi quelques minutes? Ça peut être intéressant. Derrière, ce qui va changer sa charnière pour un match?
peut-être. Il y a Pipo Gonzalez qui n'a pas joué du tout. Donc, Kendall Waston, comme tu l'as dit, c'est imposé en tant que titulaire. Faut voir. Mais en tout cas, oui, si tu me dis 2-3 changements à faire, je pense que Matarrita rentre dans le turnover et je pense que Brian Ruiz, en tout cas, s'il est capable de faire 90 minutes, devrait commencer contre Haïti. Oui, et Watson Tereda, dont tu as eu la chance de faire une entrevue sur le canal opposé, Oui. lui, vraiment, il ne semble pas vraiment rentrer dans les plans de cette Gold Cup. Est-ce que tu sais pourquoi? Bah, en fait, c'est un peu le problème. Ça, on en avait discuté du coup avec Antoine, si je dis pas de bêtises, après le match du Nicaragua contre Nicaragua. En fait, il y avait cette question en début de Gold Cup pour le Costa Rica, c'est tu gardes tes anciens, tu gardes la génération de 2014, mais est-ce que du coup tu vas les faire jouer, quitte voilà, à des mecs en dehors de forme, ou est-ce qu'ils vont accepter d'être un peu sur le banc? Et clairement, Matosas a prouvé qu'il était capable de le mettre sur le banc. Donc, tu as Brian Ruiz qui joue pas, ou qui rentre, qui fait des bouts de match. Tu as Bolaños qui ne joue pas du tout. Tu as Yacine Terreda qui ne joue pas du tout. Et tu as par exemple Giancarlo Gonzalez qui, lui, non plus n'a pas joué, qui a perdu sa place pour Boston. Donc après, pour Terreda, je pense que c'est plus une question de niveau et une question de concurrence à son poste. Il a perdu sa place pour Alias Aguilar, qui est un très bon milieu de terrain, qui est jeune, voilà, le Costa Rica met beaucoup de potentiel et de croyance en ce jeune joueur. À côté de lui, il y a Celso Borges qui, lui, par contre, est dans la pleine force de l'âge. Il s'est un peu perdu en Turquie, mais voilà, il est en forme. Donc voilà, en fait, c'est plus au niveau du poste que Terreda a perdu sa place. Leslin est revenu, on le rappelle, au Costa Rica à Herediano. Après un passage plutôt mitigé en France avec Antonin Gaillard et en Suisse, à Zurich, je dis pas de bêtises, oui peut-être, oui je crois que c'est ça. Et donc voilà, il est revenu au pays. Physiquement, il n'a pas l'air non plus à la ramasse, mais voilà, je pense que c'est plutôt parce qu'il y a de la concurrence à son poste qu'il a perdu sa place plutôt que le physique, comme par exemple Brian Ruiz ou Bolaños, qui eux semblent quand même très très cramés. Oui, hein, parce que Bolaños, pour les fans d'MLS, les fans d'MLS ont dû être contents de le voir jouer les dernières 20 minutes, Ouais. mais c'est plus pareil Bah non, à auparavant. Là. Bah non, C'est triste. c'est la question. C'est la question que j'avais posée quand il revient à Saprissa il y a deux hivers, je crois, en décembre dernier, en décembre, ouais, c'est ça. Ouais, Il maintenant. revient et je vous avais demandé parce que vous le suivez toute l'année, dans quel état de forme il était, et on m'avait dit oui bon, c'est compliqué quoi. Après, il peut faire 90 minutes au Costa Rica parce que l'intensité n'est pas la même qu'en MLS, mais voilà, c'est compliqué pour le niveau international. Et là, clairement, on le voit, Matosas l'a pris dans le groupe parce que voilà, ça fait partie quand même de ces joueurs de 2014 et de cette génération qui a été extraordinaire. Mais physiquement, voilà, on sent qu'il a son âge et qu'il peut plus faire des efforts comme avant. Après, si tu me permets, j'aimerais bien parler quand même de Myron George, qui du coup s'est imposé en tant que titulaire devant avec Joel Campbell. Et c'est assez intéressant. Je trouve ça très intéressant. Myron George fait une très très belle rentrée. Et avec Jonathan McDonald aussi, qui était un peu le vilain petit canard sous l'ère Ramirez, qui n'était jamais sélectionné. Et là, du coup, il fait son retour en sélection. Et je trouve que les trois là, ça marche très très bien ensemble. Donc c'est plus, on va dire, Myron George et Jonathan McDonald en pointe et Joel Campbell dans le milieu de terrain. Mais clairement, ça marche très très fort. Myron George, il met un très très beau but. Il n'est pas loin d'en mettre un deuxième, je vous le dis tout à l'heure. Mais voilà, il va falloir faire gaffe à lui. Il est déjà en Europe, hein, Myron George. Ouais. Il est arrivé, pareil, il y a 2 saisons en Europe du côté de la. Attends, Du je me suis trompé la Danemark dernière fois. à Merci. Midtjylland. C'est ça, parce que je m'étais déjà trompé la dernière fois avec Antoine, j'avais dit la Norvège, je crois. Ouais. Et voilà, il est déjà en Europe et franchement, pour l'instant, sa Gold Cup me ravit totalement. Je pense que le Costa Rica tient enfin son numéro 9. Oui, et vraiment, là, il est vraiment intéressant à voir jouer et Ouais. surtout, là, j'ai vraiment hâte de voir dans les prochaines années parce qu'il a Mm, seulement 25 ans. Comme tu as dit, ça fait 2 ans qu'il est en Europe, donc il la mm. découvre encore. Mais je crois que dès qu'il sera à l'aise, là, Bah, ça en peut fait, pas très mal. ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ses déplacements sont très bons sur le terrain. Il a le physique pour, on va dire, répondre aux défenseurs. Il a de la vitesse. Il est assez. Le but qu'il a mis hier contre les Bermudes en face à face avec le gardien le prouve. Il va quand même très vite pour ouvrir son pied et marquer. Donc voilà, c'est un attaquant assez complet. Là, il prouve qu'il peut jouer à deux devant. Il peut aussi jouer tout seul en pointe. Donc voilà, c'est vraiment un attaquant complet. Et je pense que le Costa Rica, encore une fois, tient son numéro 9 et honnêtement, ça fait plaisir parce que Joel Campbell n'est pas un numéro 9 et on s'entêtait un peu du côté de la Sellé à le mettre en position d'avant-centre alors qu'il Mm. ne l'est pas. Et pour finir, parce que tu dois nous quitter très bientôt, mais face à Haïti, assez confiant pour les 3 points.
Assez confiante. Bah, du coup, de ce que j'ai vu d'Haïti, parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé les matchs d'Haïti au complet, mais j'ai vu simplement les résumés. Ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air pas mal. Donc après, est-ce que ça peut répondre au Costa Rica? Je dirais dans un match pour élimination directe, je dirais, ça m'étonnerait qu'Haïti ait une chance. Là, dans le contexte du match à 3 points et dans le contexte où on est, à savoir que le Costa Rica est qualifié et n'a besoin que d'un nul pour se qualifier. Ça ne m'étonnerait pas que ça finisse à un partout, à 0-0, ou que ce soit un match très moyen, quoi, tu vois. Donc, je ne dirais pas que le Costa Rica va écraser Haïti. Je pense que c'est une équipe voilà, qui va essayer de jouer sa carte à fond. S'ils passent le premier tour, je pense que ce sera déjà une Gold Cup réussie pour eux. Ils sont qualifiés, ils auront tout à donner dans le dernier match face aux Ticos. Donc, bah, écoute, ouais, moi je vois bien. Honnêtement, je vais pas te mentir, je vois bien un nul. Je vois bien un 0-0, tu vois, les deux à 7 points, Costa Rica 1 et Haïti 2, et puis tout le monde est content. Tout le monde il est content, tout le monde il est heureux. Parfait. Merci Greg d'être passé. Il n'y a pas de souci. Assurément, on se retrouve un petit peu plus tard dans la compétition. Ah, eh ben, j'espère parce qu'au moins cette fois-ci, on passera le premier tour. Oh oui. Comme l'été dernier. Parfait. Et puis bravo à ton contre le Mexique. Ils ont fait une belle rentrée. Hein. Oui, non, un peu déçu comme on a pu en parler hier, un peu déçu de la manière et la rentrée du Canada le 11, mais non, assez confiant pour le reste de la compétition. Bon. Tu vas passer le premier tour déjà. Non, oui, c'est certain. Bon, on se reverra au deuxième. C'est bon. Le Canada risque de peut-être affronter le Costa Rica, donc je sais. on se retrouve bien. Je sais. Et on te vengera du Mexique. Parfait. Allez, bye. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Et bon, là, Dimitri, parlons de ton Haïti. Hein. Oui. Même si la prochaine rencontre face au Costa Rica est importante, celle face au Nicaragua était, elle, beaucoup plus importante pour la qualification. Et vous en êtes bien sorti avec une victoire de 2-0. Un but de Stephen Saba à la 22e et un contre son camp à la 33e, mais je préfère le donner à Derek Etienne. Donc, 2-0. En regardant cette rencontre, qu'est-ce que tu as pensé d'Haïti? Wow. Moi, je suis quelqu'un d'assez critique, assez sévère sur ma sélection. Autant que j'aime les voir jouer, autant qu'en même temps, c'est assez frustrant. Hier, les conditions, je pense, n'étaient pas réunies pour produire un jeu assez poussé, assez développé. C'était très poussif hier, franchement. Honnêtement, 2-0, c'est un résultat qui reflète la qualité de l'équipe, mais pas nécessairement la qualité du match. Et avec la chaleur, je peux comprendre, là, mais les gars avaient de la difficulté à aligner même 3 à 4 passes sur des séquences de jeu. C'était compliqué de faire des attaques placées. Même les contre-attaques, c'était pas la transition défense-attaque n'était pas très fluide. Donc 2-0, franchement, on prend le résultat, on prend la qualification en quart de finale. C'est ce qui était l'objectif minimal, je pense, pour Haïti. Je pense qu'on sous-estime beaucoup Haïti des fois, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent en première division ou en deuxième division en Europe. Donc, je dirais que c'est le minimum attendu, c'était d'aller chercher au moins la deuxième place. Puis, on vient de s'assurer cette deuxième place-là avec ce résultat. Oui, et comme tu le dis, résultat adéquat, mais dans la manière, hein, c'était pas ça. Juste pour donner quelques statistiques dans la rencontre, là, Haïti a eu seulement 29% de la possession et dans le pourcentage de précision de passe, c'est 61. Donc, c'est un peu décevant dans la manière, mais vraiment, là, dans les joueurs, lequel dans tes joueurs qui t'a vraiment surpris ou que tu as été satisfait de lui? C'est certain que dans les circonstances, parce que les statistiques que tu as en main c'est précis sur la dynamique du match. Je dirais que Steven Saba, nonobstant son but, je pense qu'il a vraiment été le seul qui a surnagé dans le milieu de terrain parce que Zachary Rivo du New England Revolution et puis Brian Alcius, ça c'était compliqué.
C'était très compliqué même de faire une passe précise, ne serait-ce qu'une passe à côté de son partenaire, le partenaire qui est à côté de toi. Ça a été compliqué pour Brian Alcius en particulier. Mais Steven Sabah, c'est lui qui a surnagé, je pense. Encore une fois, Dukens, quand Dukens a le ballon, il y a un danger. Dukens Sazon qui joue à Saint-Mirren. Donc, lui était sur le côté gauche, sur un 4-3-3, je dirais, moderne, là, si on veut, avec Frandy Pierrot en pointe, qui lui était totalement absent. Mais bon, je vous dirais que c'est les deux joueurs, là, Dukens Nazon et puis Steven Sabah, qui ont vraiment porté, entre guillemets, cette équipe qui, franchement, s'est contentée du minimum. Ils n'ont pas poussé très fort, quoique il y avait beaucoup de fautes, là, je trouve, un peu trop à mon avis. Mais c'est en fait le résultat d'un pauvre rendement technique, là. Donc, voilà. Oui, moi j'ai eu la chance de regarder Zachary Rivaud durant la saison parce que je suis la USL Championship, la division 2 américaine, et il est entré à Birmingham. Et souvent à Birmingham, on voit qu'il est encore un jeune joueur, mais on peut reconnaître le potentiel en lui. Parfois, c'est, comme tu dis, des heures de concentration avec le joueur juste à côté de lui. Des fois, il fait des erreurs. Et en défense, Meshach Jérôme sur le banc, ça va être parce qu'il s'est blessé au match précédent. Oui, ouais, exactement. Meshach est blessé. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. On ne pense pas qu'il va revenir dans la compétition. Également, il y avait l'autre défenseur, Ricardo Adé, qui était absent. Lui, il ne peut pas rentrer aux États-Unis pour une question de visa. Donc, lui, malheureusement, la compétition est finie pour lui aussi. Donc, on avait une charnière centrale avec Andrew Jean-Baptiste et James Geffard. Une charnière physique. Encore une fois, je trouve que c'est un match où vraiment Haïti a su montrer énormément de densité physique, mais c'est tout. c'est ce qui leur a permis de vraiment ne serait-ce que gérer la possession des Nicaraguayens. Les Nicaraguayens n'ont pas fait grand-chose. Il y a eu quelques petites occasions par-ci par-là, mais franchement, c'était un match vraiment insipide. Ouais, et heureusement que la personne qui a remplacé Meshach Jérôme, parce que Meshach Jérôme, c'est vraiment un bon défenseur. Lui aussi, j'ai la chance de le voir en USL avec El Paso. Heureusement, il a fait le job parce que avec 29, c'est quand même satisfaisant quand tu vois que tu as seulement 29% de la possession et au final, tu encaisses aucun but, même face au Nicaragua. Donc, ça peut être la satisfaction de cette rencontre. Ouais, c'est pas mal la seule satisfaction. Franchement, je dirais, je pense aussi que les gars ont compris après un certain point que physiquement, ça allait pas le faire à cause de la chaleur. Donc, de multiplier les efforts et de jouer un style qui est, je dirais, plus vertical parce que c'est comme ça qu'Haïti joue. Haïti, c'est densité physique, c'est contre-attaque. C'est pas nécessairement léché dans le jeu. Mais quand ils se sont rendus compte, je pense qu'avec la chaleur, ça allait pas être possible de répéter un paquet d'efforts et un paquet de courses. Ils ont juste maintenu le bloc, ils ont géré. Puis quand le Nicaragua a essayé d'entrer, ne serait-ce que dans l'axe, ben on mettait le pied, on mettait un bon coup d'épaule et puis on ralentissait le rythme. Donc c'est la seule satisfaction effectivement de cette rencontre-là. C'est le score, c'est pas la manière. Et on a eu la chance d'entendre Grégory Chaboch un peu plus tôt dans le podcast. Semble assez confiant, même avec une équipe qui risque de tourner face à Haïti. Toi, comment tu entends ce match-là? En tout cas, à la lumière des deux premiers matchs, un match nul contre le Costa Rica serait satisfaisant. Parce que, comme je t'ai dit, même contre les Bermudes, la deuxième mi-temps, on a montré un petit peu plus de choses, mais comme je disais dans le podcast précédent, la première mi-temps était horrible contre les Bermudes. Ce match-ci, si c'est pas des deux faits de jeu, c'était pas beau dans le jeu. Donc, je vois pas comment ils pourront bouger le Costa Rica avec leur technique. Ils vont sûrement le faire. La seule façon que je vois qu'ils vont réussir vraiment à percer la défense costaricaine, c'est vraiment en contre-attaque, puis en étant très physique, très compact en défense, en maintenant le bloc. Et puis, ouais, franchement, il y a très peu il y a
très peu de choses à dire sur la qualité de jeu que Haïti peut nous offrir. Donc, un match nul, franchement, ce serait satisfaisant. 7 points, ce serait au-delà des attentes. Et puis, on se dirigera en quart de finale contre le Mexique sereinement. Et ça risque d'être intéressant à voir. Si tu dis qu'Haïti risque d'être très physique, j'ai hâte de voir la confrontation entre Haïti et un joueur comme Kendall Waston, qui est vraiment connu pour son physique. On a la chance de le voir à MLS avant avec Vancouver et maintenant Cincinnati, c'est un des plus physiques. Donc, ça risque d'être une belle confrontation. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que, puisque la qualification est assurée, le sélectionneur Marc Collard risque de, pourquoi pas, faire tourner, puisque contre le Costa Rica, ça risque d'être très difficile? Je pense qu'il va faire tourner un petit peu. Il va essayer de faire entrer Hervé Basile, qui joue au Havre, en France, en Ligue 2. Lui, il était blessé en début de compétition, mais c'était une blessure légère. Là, il semble être correct. Donc, je présume qu'il va le lancer dans le bain. Lui qui a longtemps refusé la sélection, finalement, il se présente. On a même vu des vidéos en Haïti qui ont été diffusées où Hervé Basile dit aux joueurs dans le vestiaire à la mi-temps contre les Bermudes, je ne veux pas retourner chez moi le 24. Donc, il a l'air à prendre part au projet sportif, comme on dit. Mais c'est ça. Donc, lui, je m'attends à ce qu'il soit là dans le match contre le Costa Rica. Je ne pense pas qu'on va enlever Frandy Pierrot parce que, justement, comme tu le mentionnais, il y a Kendall Watson qui va être à la défense costaricaine. Donc, un duel physique entre les deux sera à prévoir. Il faut quand même rappeler que Frandy Pierrot, c'est un gros gabarit, c'est 1,94 m. Donc, c'est un gros client. Non, c'est ça. Sinon, franchement, on va peut-être voir aussi comme latéral gauche Alex Christian, qui lui joue en Arménie, prendre la place de Wildonald Guerrier, qui va être suspendu pour accumulation de cartons. Sinon, la défense centrale, je pense pas qu'on va changer ça. Vu que justement Méchac n'est plus là, on va essayer de créer d'autres automatismes entre Jean-Baptiste, un ancien des Timbers de Portland, et si je me trompe pas, je me rappelle même plus de son nom, mais il va falloir que je le retrouve. Celui qui est important, c'était James. James Gephardt, voilà. Exactement. Donc lui qui joue en USL. Donc ces deux-là, je pense qu'ils vont les garder pour créer certains automatismes entre les deux, puis les préparer justement contre le Mexique, qui sera certainement pas un client facile. Et donc, ce sont pas mal les changements que je dirais qui, pour moi, seront à noter là, pour le prochain match contre le Costa Rica. Parfait. Et on le rappelle, les prochaines rencontres du groupe B, c'est premièrement un match sans enjeu entre les Bermudes et le Nicaragua le 24 juin, lundi prochain à 18h30 heure du Québec et à minuit 30 le mardi heure de France. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est pour les Bermudes et pour le Nicaragua, c'est quand même un petit enjeu symbolique parce que les deux n'ont jamais gagné de match en Gold Cup. Donc, le Nicaragua, ils ont fait 3 Gold Cup et aucune victoire, que des défaites. Donc, c'est sûr que pour l'honneur, ce serait un match pour la victoire, mais effectivement, pour le classement, ça ne veut rien dire. Oui, à la limite, peut-être meilleur troisième, on va voir. Mais c'est ça. Ensuite, la grosse affiche du groupe, le match tant entendu entre le Costa Rica et Haïti. Ce match va être à 21h heure du Québec, donc 3h heure de France. J'ai vraiment hâte à cette rencontre. Là. C'est une des rencontres qu'on n'aime pas manquer. Hâte de voir si les équipes vont faire tourner. Donc, merci beaucoup, Dimitri. Pour ceux qui ne te suivent pas déjà, c'est où qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur mon fil Twitter, à commercial Dimitri, DIMITRY, RV en majuscule. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on peut me voir. Je commente en français, en anglais et en créole. Donc, il n'y a pas moyen de ne pas me comprendre, je pense, pour tous les fanatiques de foot haïtien ou même de foot canadien, puisque je suis basé à Montréal. Donc, voilà. Parfait. Et c'est sûr qu'on va te réinviter là, au courant de la compétition, puisque Haïti est qualifié en quart de finale. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur le Costa Rica, on vous invite à suivre Greg Chaboch. Sur Twitter, c'est @GregChab, GREGCHAB. Donc, allez le suivre si ce n'est déjà fait.
Et on se retrouve là demain pour un autre épisode Gold Cup. Merci à tous.